compte, quoi. Et comment là, même si c'est difficile à voir, Mmh. pour les personnes qui n'auraient pas encore lu votre livre, même si je les encourage à le lire, Mmh. hem, comment on peut s'en prémunir au maximum de cette manipulation-là, d'après vous? Eh bien, on peut s'en prémunir c'est une question de prise de décision, une fois de plus, s'en prémunir en s'interrogeant, en étant à l'écoute de notre fort intérieur. C'est-à-dire même si vous avez une énorme pression sociale, ce qui était le cas, par exemple pendant le Covid pour le vaccin. Voilà, moi je suis ni pour ni contre les vaccins en général, d'accord, je suis ni pro-vax ni anti-vax, mais je m'interroge. Mmh. Donc moi par exemple, j'ai fait certains vaccins dans ma vie et d'autres pas. Mmh. Et à chaque fois je m'interroge. Donc là la question, voilà, vous avez la terre entière qui vous dit il faut vous vacciner, il faut vous vacciner. Vous n'êtes pas médecin, vous avez des informations contradictoires, qu'est-ce que vous faites? Eh bien moi ce que je conseille dans ces cas-là, c'est d'être à l'écoute de soi-même. Vous vous interrogez au fond de vous et vous vous dites comment je le sens. Ce vaccin en question qu'on me demande de faire, voilà, il y a une grosse pression en public, médiatique, tout ce que vous voulez, des pouvoirs publics. Comment je le sens? Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Ça peut sembler totalement irrationnel, hein. Mmh. Sauf que c'est démontré scientifiquement, chacun de nous est doué d'intuition. C'est quoi l'intuition? C'est la faculté, vous prenez n'importe quel dictionnaire, hein, c'est dans le dictionnaire, dans le Larousse, le Robert, c'est un accès direct et immédiat à la vérité. C'est ça l'intuition. On ne le sait pas parce qu'on n'enseigne pas à l'école, mais on a cette capacité en nous d'accéder à une information qui n'est pas directement accessible par nos cinq sens. Et ça, c'est particulièrement utile d'activer son intuition quand justement on a ce genre de décision importante à prendre. Donc le fait de vous dire comment je le sens, c'est pas anodin. Pourquoi est-ce que l'intuition ne se manifeste pas dans la tête, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais dans le corps? Intuition, elle se manifeste dans le corps par des micro-mouvements. Le corps, en fait, est un miroir de la réalité extérieure. D'ailleurs, intuition vient du latin intuitio, qui est le miroir. C'est le miroir de la vérité. Donc, votre corps, en fait, il y a des micro-mouvements dans votre corps. Et en étant à l'écoute de ces micro-mouvements, en fait, vous avez des réponses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens vont dire tiens, on m'a présenté quelqu'un pour un projet. Ou pour une rencontre, hein, quand quelqu'un va vous présenter un conjoint, ou autre, et vous allez dire je le sens pas. Ouais, Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous bien dites: sûr. «Ouais, objectivement, voilà, c'est quelqu'un de bien, mais je le sens pas». Ouais. Expression populaire, Mmh. très juste cette Mmh. expression, parce qu'en effet, on a des ressentis par rapport à la vérité, quoi. Même si on manque d'éléments objectifs, factuels, pour prendre une décision rationnelle, cartésienne, je dirais, eh bien, on a ces ressentis. Et c'est vachement important, avant de décider quelque chose, même s'il y a une énorme pression des pouvoirs politiques, médiatiques, et même de votre entourage, de vous interroger, d'être à l'écoute de vous-même en vous disant, OK, on me demande ça, comment moi je le sens dans mon corps, comment je le sens. Et ça, c'est un bon moyen de se protéger de la manipulation. Mmh. Énormément. C'est vrai que je parle énormément de manipulation sur ce podcast aussi, même au Mhm. sein, des relations familiales et Oui, cetera, oui, voilà. oui. Ou même Et conjugal, par rapport à un bien sûr, conjoint toxique, je veux dire, ça existe, hein. Il y a des ah oui, pervers narcissiques qui, mine de rien, peuvent vous démolir, quoi. complètement. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'injonctions à accepter tout un tas de comportements aussi, parce que voilà, il faudrait n'être qu'amour, et cetera, parfois. Mhm. Et moi, je m'en garde là-dessus, parce qu'il y a des gens qui peuvent être malveillants, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions. Et je crois que c'est important de déceler la manipulation, justement. Donc c'est pour Oui. ça aussi que je vous posais ces questions-là. Et pour quelqu'un qui n'aurait jamais été en contact avec son intuition, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, en fait, sont coupés complètement de ça. Oui. Et est-ce que vous auriez un petit exercice à leur faire faire ou un Mhm. truc un peu, voilà. Mhm. Bah, d'abord, tout le monde a de l'intuition. C'est une capacité humaine naturelle. Certains ont plus facilement accès que d'autres, mais en fait, moi, mon expérience, c'est que ceux qui disent ne pas avoir d'intuition sont surtout des gens qui n'y croient pas, en fait. Et c'est comme tout dans la vie, si vous n'y croyez pas, bah, vous vous coupez d'une capacité. Mm. Donc, si vous êtes, de par votre culture, par exemple professionnelle, ultra cartésien, parce que vous êtes, je sais pas, un pur scientifique ou un financier, au hasard, quoi. Si vous êtes trop cartésien, quelque part, vous pouvez vous dire non, mais ça, c'est des conneries, quoi, ça n'existe pas, quoi. À ce moment-là, vous vous en coupez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes plus du tout en contact avec votre intuition. Vous en avez quand même, au fond de vous, parce que c'est Mm. une capacité naturelle, démontrée scientifiquement, hein. On n'a pas démontré comment ça fonctionnait, on ne sait pas. Mais c'est bon, c'est très facile hein, de démontrer que ça existe, ça fonctionne. Et en l'occurrence, eh bien, à partir de là, si vous acceptez, bah, vous vous documentez hein, par exemple, pour bah, vérifier que oui, ça existe, c'est une capacité démontrée scientifiquement, à ce moment-là, vous allez vous ouvrir à ça. Donc Mm. ça, c'est la première chose. Hein, c'est comme tout, il faut y croire. Si vous ne croyez pas, ça ne peut pas marcher, quoi. Ensuite, pour développer son intuition, il faut travailler la relation au corps, puisqu'une fois de plus, ça se manifeste dans le corps. On croit que ça se passe dans la tête parce que l'idée remonte à l'esprit, Mm. et donc dans la tête.
mais ça se manifeste d'abord dans le corps. Donc être en contact avec son corps, c'est toutes les activités physiques, la danse, etc. Et aussi, surtout, la méditation. La méditation de pleine conscience, notamment, propose un certain nombre d'exercices qui permettent de remettre notre attention à l'intérieur de notre corps plutôt que de la laisser happer par l'extérieur, les écrans, tout ce que vous voulez. Ouais, et c'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez de méditation de pleine conscience. Il y en a plein aujourd'hui qui Mhm. existent des types de Oui. méditation. Et il y en a qui peuvent un peu nous amener vers d'autres espaces, etc. Mhm. Et il y en a justement qui nous ramènent dans le corps, un peu plus dans l'ancrage et dans la connexion à soi. Oui, oui. Comment on peut distinguer un peu les deux pour quelqu'un qui a jamais fait de méditation Je sais pas, moi je conseille souvent les ouvrages de mon ami Christophe André parce que je les Ouais. trouve excellents. Il y en a plusieurs, il y a notamment Méditer au quotidien, jour après jour. Enfin, voilà, c'est très pratique, c'est très bien fait. C'est quelqu'un de très sérieux. Mhm. C'était un grand psychiatre, hein, qui a développé, en fait, qui a mis en place la méditation au sein de l'hôpital, l'hôpital Sainte-Anne en l'occurrence, si je dis pas de bêtises, quoi. Et qui a mesuré scientifiquement ses effets sur les patients. Ces bouquins sont très sérieux, mais il y en a d'autres, hein. Celui de Mathieu Ricard est pas mal aussi. Enfin, voilà, quoi. Donc, à chacun de trouver sa méthode, je dirais. Mais en Mhm. tout cas, la méditation de pleine conscience qui invite à mettre notre attention dans notre corps par l'écoute de la respiration, par l'écoute des points de contact du corps avec l'environnement, les fauteuils, etc. Euh, moi, j'ai envie de dire, il faut dédramatiser aussi la méditation, parce que beaucoup de gens se disent, mais je suis incapable, parce qu'ils Ouais. s'imaginent que c'est avoir la tête vide, se vider toutes ses pensées, et ils se disent, j'en suis incapable. Oui. Bon, d'abord, c'est une croyance, mais aussi au-delà de ça, c'est pas il faut pas se mettre de pression par rapport à ça. On peut être gentil avec soi-même, quoi. Pour moi, ce qu'apporte la méditation, c'est plutôt de prendre conscience qu'on a des pensées incessantes parfois et s'en libérer, pas en s'obligeant à faire le vide, parce que c'est impossible si on s'y oblige, mais plutôt en étant conscience qu'en fait, on est l'auteur de nos pensées. Il nous semble qu'elles viennent à nous, qu'elles s'imposent à nous, et on peut réaliser qu'on en est l'auteur, et à partir du moment où on reconnaît qu'on en est l'auteur, on peut accepter d'en devenir aussi de l'observateur, donc prendre un petit peu de recul, Ouais. donc se dissocier de nos pensées. Et c'est à partir du moment où on va se dissocier de nos pensées qu'on va quelque part s'en libérer, quoi. Et donc être plus présent à nous-mêmes, aux autres, à notre corps et aussi à notre intuition. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites sur l'observation, de passer dans un rôle d'observateur. Mm. Ça aide énormément à prendre du recul. C'est vrai que ça peut être un bon Oui. conseil aussi pour les gens Mm. dans des situations. Alors, page 342 de votre dernier livre. Je reviens à votre dernier livre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent là-dedans. Vous dites, je cite, « Diable vient du grec diablos, qui signifie celui qui désunit. Tout ce qui nous divise nous rend malheureux, ce qui nous réunit nous apaise. » Mhm. J'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que je crois qu'on n'est pas très nombreux à essayer de proposer une voie du milieu, Mm. et qu'il y a beaucoup d'extrêmes, en fait, aujourd'hui, un peu sur tout un tas de sujets, y compris spirituels, etc. Oui, oui, oui. Moi, je parle beaucoup, j'ai voilà, navigué dans beaucoup de communautés spirituelles, notamment à Bali, dont Ah, vous en ok. aviez parlé dans votre premier livre. Et j'ai trouvé les gens très jugeants, en fait, beaucoup de gens qui Mm. jugeaient beaucoup les autres parce qu'ils étaient plus évolués en conscience, etc. Et j'ai tendance à mettre beaucoup de nuances là-dedans. Voilà, Ça, c'est vous l'ego rigolez déjà, mais spirituel. voilà, Bah oui. l'ego spirituel. Il paraît que c'est celui dont on se débarrasse le plus difficilement, quoi. Je crois. Je crois parce que les gens sont convaincus, en Mm. fait, d'avoir Bah oui. un... Alors oui, ils ont probablement compris beaucoup de choses, il n'y a pas de débat avec ça. Oui, mais une fois de plus, c'est pas parce qu'on a compris Ouais, intellectuellement des choses que c'est passé dans le corps, quoi. exactement. Vous voyez qu'on les a intégrées. Mm, Donc quelqu'un qui entreprend une démarche spirituelle, c'est très bien, c'est super. Et son propre ego peut s'en emparer pour se dire, je suis plus évolué que les autres. exactement. Parce que regardez, ceux-là qui ne sont pas dans une démarche spirituelle, ils sont matérialistes. C'est ça. Sauf que le fait d'être dans cette posture n'est plus du tout une posture spirituelle pour le coup, Bah quoi. non, bah non Donc du tout. c'est paradoxal, quoi. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très fort ce mot-là, le diable qui venait de diablos, et de Mm. cette division qui est vraiment Oui. ce qu'on ressent en fait aujourd'hui aussi. Alors oui, moi je trouve qu'on est une époque très clivante. Ouais, Pour plein de raisons. D'abord sur le plan politique, parce que les politiques ont intérêt à cliver. Ils ont bien un sûr. intérêt personnel. C'est plus facile d'être élu quand on clive et qu'on fait croire que voilà, c'est son camp qui a la solution et les autres ont absolument tort et les autres incarnent le mal, quoi. Mais aussi pour plein de raisons, y compris liées une fois de plus aux outils technologiques. Enfin, on sait que aujourd'hui, tous les outils technologiques qu'on utilise nous tracent, nous pistent et emmagasinent des tas de données sur nous, donc ils nous connaissent quelque part. Mm. D'accord, même si c'est
même si c'est impersonnel, mais ils nous connaissent. Et donc, tous les algorithmes qu'on utilise au quotidien, à un moment donné, vont nous proposer des informations qui correspondent à nos centres d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est l'intérêt économique Oui. du moteur de recherche en question, ou de la plateforme, ou de votre réseau social favori, etc. Donc, ils vont nous proposer des choses qui correspondent à nos valeurs, à nos idées. Alors, vous me direz, bah, quoi de mal, en effet, pas de mal à ça. Si je suis intéressé par telle ou telle chose, c'est plutôt bien qu'on me propose telle ou telle chose. Oui, oui, et ça accentue, ça nous enferme dans nos croyances. Mm. Vous voyez, si je suis, on va prendre un exemple politique, si je suis convaincu d'une chose sur le plan politique, voilà, j'ai un truc très très précis, je suis absolument convaincu de ça, et que je suis par les moteurs ensuite abreuvé d'informations qui vont dans ce sens, ça va renforcer ma vision des choses. Mm. Ma vision des choses est peut-être juste, mais peut-être que la réalité ne se limite pas à ça. Je ne la remets même pas en question, vous voyez. Mm. Peut-être que c'est juste, mais que la réalité est un peu plus complexe que ça, quoi. Et partant de là, je vais être de plus en plus convaincu de ça. Et donc, je vais m'enfermer quelque part. Je vais enfermer ma pensée dans cette vision des choses étroite. Et ma vision sera de plus en plus étroite, quoi. Et ça, c'est catastrophique parce qu'au bout d'un moment, je vais même rejeter ceux qui ne pensent pas comme moi parce que je n'aurai qu'un son de cloche à longueur de journée. J'aurai que des news qui vont dans ce sens-là, qui correspondent à ma manière de penser. Une fois de plus, il ne s'agit pas de dire si elle est bonne ou fausse, hein, ce n'est pas la question. Mais je vais m'enfermer là-dedans et les autres, pour moi, auront tort, quoi. Et donc, ça clive, ça sépare, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de s'ouvrir, c'est de se dire, OK, j'ai des convictions, j'ai des idéaux, tout ce que vous voulez, j'ai une façon de voir les choses, de comprendre le monde, et j'ai peut-être raison, d'ailleurs. D'ailleurs, je suis convaincu que j'ai raison. Mm. Et ça ne m'empêche pas d'écouter les autres. Et puis peut-être je me dis, ouais, sur ce plan-là, il n'a pas tort, quoi. Ah, sur ce plan-là, ce que dit cette personne, ouais, c'est pas faux non plus. Et donc, quelque part, je vais m'ouvrir un peu, quoi. Et je vais pas juste m'enfermer dans un truc hyper étroit. Mm. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça qui se passe. Donc les gens s'enferment, ils s'enferment dans des communautés religieuses, des communautés de pensée, tout ce que vous voulez. Et c'est dommage parce que ça nous divise. Ouais. Et ce que je dis en effet dans ce que j'explique, c'est que ce qui nous divise nous rend malheureux, en fait. Mm. Nous rend malheureux. L'être humain est un être de lien. Ce qui nous épanouit dans la vie, c'est de nous connecter aux autres, c'est de nous relier aux autres, y compris à ceux qui sont différents de nous, y compris à ceux qui pensent différemment, quoi. Et tout ce qui nous divise, inversement, nous rend malheureux, quoi. C'est pour ça qu'on gagne dans la vie à se libérer de l'ego. Moi, j'avais écrit un roman là-dessus qui était Et tu trouveras le trésor qui dort en toi, et qui explique qu'en fait, c'est notre ego en nous qui nous divise. Ouais. Aussi. Pourquoi? Parce que notre ego, comme il cherche à nous démontrer, et à démontrer à la terre entière d'ailleurs notre valeur, eh bien, il nous y coupe des autres. Parce que mon ego me cherche à me montrer que je suis meilleur que les autres. D'accord? Que ce soit meilleur au sens plus beau, ou plus intelligent, ou plus, je sais pas, plus riche, ou plus ceci, ou plus cela, ou plus cultivé, peu importe. Il me sépare des autres, puisqu'il me compare. Et il cherche à être plus que l'autre, quoi. D'accord? Donc, et ça rend malheureux, évidemment. Plus on fait ça, plus on se coupe des autres, et plus on a tout faux, j'ai envie de dire. Ce qui nous épanouit dans la vie, c'est de nous relier aux autres, de réaliser que, OK, on a une valeur, elle n'est pas mise en question. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est en apprenant à s'aimer, donc à prendre conscience de notre valeur, qu'on éprouve moins le besoin, voilà, de la démontrer à la terre entière, et de prouver surtout qu'on est meilleur que les autres. Donc, on lâche la compétition et la comparaison, quoi. Et à ce moment-là, on peut se relier aux autres. Et se dire, bah oui, moi j'ai une valeur, j'ai un talent dans tel domaine, elle ou lui a un talent dans un autre domaine. Et c'est génial, quoi, parce que c'est ce qui fait la beauté et la richesse du monde, quoi. Et du coup, on gagne à se relier plutôt que prouver que non, c'est moi le plus beau, le plus intelligent, etc. Ouais, du coup, vous venez de répondre à la question d'après. Ok. Enfin, donner quelques éléments de réponse parce que j'allais vous demander, c'est pas la volonté de tout le monde de se réunir et de s'unir aux autres. Il y a beaucoup de gens qui se complaisent en fait dans ce rapport un peu de force, etc. Oui, il y a même des gens dont l'ego s'épanouit dans le conflit. Il y a des gens qui ont besoin de la guerre, quoi. Ils sentent exister, voilà, en étant en conflit avec les autres. Ouais. Et alors pour ceux qui voudraient être pour la paix, pour ceux qui essayent de créer du lien et de... Voilà, là vous donnez un bon exemple déjà de réponse. Quand vous dites que l'amour-propre, finalement, ça comble ce besoin d'aller chercher de la validation. On parlait des réseaux sociaux, tout est en train de se reboucler dans ce qu'on se dit aussi, avec la quête des likes, etc., où on est encore là-dedans. Et d'après vous, de quoi on aurait besoin? Vous avez parlé de l'ego, vous avez parlé de plein de choses, mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. De quoi on aurait besoin en tant que collectif pour essayer de trouver des points de convergence, en fait? Parce que moi, je vois le football, je vois les matchs de foot
qui réunissent les gens. Enfin, ça crée des liens incroyables quand la France gagne, etc. Ça m'a vachement marqué en fait. Mm. Je me dis là, on se retrouve sur des trucs. Les gens de n'importe quel bord politique, de n'importe quelle religion, on s'en fiche, on est content Oui, de se oui, oui, retrouver. oui. Ça m'a toujours marqué ce truc-là, mais je me dis c'est dommage de pas trouver d'autres points de convergence que ce genre d'événement. Est-ce que vous avez des idées de ce qui pourrait nous aider en tant que collectif à se réunir, en fait? À se réunir. Bah, moi, je dirais, euh, il y a un peu des cercles concentriques. C'est d'abord, il faut s'apprendre à s'aimer soi-même. Mmh. Ça, c'est essentiel dans la vie, on ne peut pas y couper. C'est ce qui fera de nous aussi une meilleure personne. S'il y a les gens méchants, ce sont les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, par exemple. D'accord. Donc, apprendre à s'aimer, c'est apprendre à devenir convaincu de notre valeur. Une fois de plus, indépendamment de notre métier, de notre niveau social, de nos réussites, de nos échecs. Donc, on a une valeur intrinsèque et c'est important d'apprendre à en être convaincu. Parfois, c'est bien d'être aidé en cela. On peut aller voir un professionnel, on peut aller voir un psy. C'est le métier de nous apprendre à nous accepter, quoi. D'accord. Donc, ça, c'est le centre, je dirais. Après, ben, aimer les gens autour de soi. C'est pour ça que je parle de cercle concentrique. Aimer ses proches, les accepter dans leurs différences. Parce que rien que dans un petit cercle comme le cercle conjugal ou le cercle familial, Ouais. il y a des différences. Ouais. On n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas toujours les mêmes critères. Souvent, on partage les mêmes valeurs dans un cercle Oui. familial, mais il y a quand même des différences, quoi. Et donc, ben, développer une certaine tolérance envers l'autre, se dire, OK, moi j'aimerais par exemple, je sais pas, dans ma maison que les choses soient faites comme ça. Moi, c'est un peu ma tendance, quoi, voilà. La croyance qu'il y a une bonne façon de faire les choses, mais et en même temps, voilà, c'est important de se dire, ouais, il y a peut-être d'autres bonnes façons de voir les choses, et peut-être que la façon de voir les choses de l'autre est peut-être aussi bonne que la mienne, même si j'ai du mal à l'avaler, quoi. OK. Ouais. Donc voilà, de développer quelque part de la compassion et de la tolérance, quoi. Et puis après, l'élargir. Ce qui est vrai pour au sein de la famille, bah, après, ça va être vrai au sein d'un cercle d'amis, et puis au sein d'une entreprise ou d'une association, et puis après, auprès des autres, auprès de tout le monde. Donc, et ça, pour moi, c'est à la fois développer de l'empathie, de la compassion et de la tolérance. En fait, les trois vont de pair. Mmh. Vous ne pouvez pas avoir de tolérance si vous n'avez pas de compassion. Mmh. Vous ne pouvez pas avoir de compassion si vous n'avez pas d'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Mmh. Comprendre l'autre, parce que je me mets à sa place. Je me dis, ah oui, mais si j'étais cette personne, comment je verrais les choses, quoi. Et ça, c'est ça qui nous évite de juger, quoi. Et à partir du moment où je me mets à la place de l'autre, et donc je comprends pourquoi il voit les choses comme ça, je comprends pourquoi il se comporte comme ça, même si son comportement est désagréable, si je comprends ce qui est à l'origine de ça, je le comprends, à ce moment-là, j'ai de la compassion. La compassion, c'est je partage sa vie, sa douleur, je partage sa souffrance, je ressens les choses, voilà. Et après, du coup, tolérance. Bah oui, si je comprends, si je suis capable de ressentir ce qu'il ressent, du coup, je suis beaucoup plus tolérant, quoi. Mmh. D'accord. Parce que moi, ça m'amuse toujours de voir des gens qui prônent la tolérance, notamment sur le plan politique, et qui vont fustiger les intolérants. Mmh. Et ils ne réalisent pas à quel point eux-mêmes sont intolérants vis-à-vis des Exactement. intolérants, quoi. Exactement. Dans les communautés, on le voit tout le temps, ça. Ben oui, Tout le temps. Et c'est pour mais ça que je oui. parle beaucoup des dérives dans les milieux spirituels parfois, parce que c'est ça. En fait, nous, on est qu'amour et que lumière, etc. Mais eux, c'est des cons, quoi. Voilà. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Mais oui. Parce que je pense que dans ce que vous dites, ce qui me vient aussi, et ce que vous incarnez très bien, je trouve, et je pense qu'il y a très peu d'artistes aujourd'hui, de gens connus qui incarnent ça, c'est l'humilité. J'ai l'impression qu'il faut une petite dose Ouais, mais si vous dites d'humilité. ça, là, mon ego va s'en emparer. Oui, moi, je suis le plus humble, hein. Non, mais c'est vrai parce que je crois que l'humilité, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop, notamment dans certaines communautés, etc. On est convaincu d'avoir une vérité, etc. Mm. Et je me dis que pour être en lien avec les autres, à un moment donné, il faut être humble et se dire que peut-être qu'on s'est gouré. Ouais, ouais, tout Ou- à fait. L'humilité, pour moi, ou l'absence d'humilité vient Ouais. d'un problème d'ego. Donc, une fois de plus, c'est le fait de ne pas s'aimer assez. Quand Mm. vous aimez suffisamment, voilà, vous n'éprouvez pas le besoin de le crier à la terre entière. Ça vient peut-être aussi du fait d'avoir vécu des échecs. C'est-à-dire quand vous avez vécu les échecs et que vous continuez d'en vivre, en fait, vous savez bien que oui, parfois vous avez les succès, mais c'est pas la peine non plus d'être fier comme Artaban, parce que vous savez aussi que vous vivez des échecs. Et puis il y a les domaines où vous excellez peut-être, puis les domaines où vous êtes franchement nuls. Donc voilà, on peut être un peu lucide aussi, quoi. Ouais. Et puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui a trait à la relation à la nature. Mm. Ouais, Moi, mon expérience personnelle, c'est que quand on marche dans la nature, on n'a plus d'ego. c'est vrai. Moi, quand je marche dans la nature, voilà, j'ai plus d'ego, je cherche pas à faire le malin, je cherche pas à montrer que ceci ou cela.
Je suis naturellement humble. D'ailleurs, humble, ça vient du latin humus, hein, c'est la terre. Ah, ok. Ben Je oui, ne c'est la savais pas du terre. tout. Humble, Incroyable. c'est un Ok. retour à la terre, quelque part, quoi. Ah ouais. Et oui, et quand on est dans la nature, quand Ouais. si possible, nature un peu sauvage, hein, pas un jardin à la Oui. française, ultra-mental, planifier le truc au laser. Ouais. Non, quand on est dans la nature, qu'est-ce qu'on ressent? Ben, au bout d'un moment, il y a un abandon de son identité, presque un abandon de soi, Ouais. un abandon de son ego. On sent on en fait partie. Et donc on devient très humble parce qu'on sent qu'on est un élément de la biosphère, comme dirait Edgar Morin, quoi. Mm. On est un élément de la biosphère, on est un élément parmi d'autres. Et on sent qu'on n'a pas plus de valeur que l'arbre qui est à côté de nous, ou cette belle plante, ou ce petit animal qui passe. Vous voyez, et donc on revient à notre place quelque part. Et donc ça fait vachement du bien de marcher dans la nature et ça rend humble, je crois. C'est vrai, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est une de mes conclusions récemment. Là, ça fait 10 jours que je suis à Paris pour les interviews, tout ça, mais Mm. moi, j'habite à la campagne depuis 4 ans, Mm. alors que j'étais parisienne, voilà, de vrai, quoi. Et je me suis fait cette réflexion de me dire, je Mm. trouve qu'à Paris, c'est beaucoup plus dur, en tout cas pour moi, de rester bien dans mes baskets, centrée Mm. dans l'ouverture, parce que bah, y a cette espèce d'agitation permanente, il y a beaucoup de gens énervés, donc ça bouscule, ça... Et Mm. donc forcément, ça agite aussi à l'intérieur, alors que je trouve que la vie bah, proche de la nature, on n'a Mm. pas besoin d'être en pleine campagne, voilà, Non, non, mais non. où on peut se permettre des balades et des trucs comme ça recentre aussi Ah oui, énormément. Et c'est ça, vous me certain. l'aviez déjà dit, que Mm. un de vos moyens de recentrage, c'était la nature. Oui, ça l'est toujours. Et pour des gens qui habiteraient dans les villes, Il pour nos n'y a pas amis de mal les à ça. citadins qui n'ont pas encore envie de bouger, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent partir aussi. Je suis pas la seule à Mm. avoir fait ce move au moment du Covid, hein. C'était ce moment-là, on était nombreux à partir vers la brousse parce qu'on n'en pouvait plus d'être enfermés en appart. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller par rapport à ça? Est-ce que c'est bien de se faire des petits week-ends détente, de... Alors évidemment, hein, je ne vais pas dire le contraire, bien sûr, maintenant tout le monde n'en a pas la possibilité. C'est ça. Moi, il y a un truc qui me vient par rapport à la ville, surtout par rapport à la grande ville, parce qu'il y a ville et ville, hein, il y a Oui. les petites villes, voilà, où on est proche de la nature et proche des gens aussi. Et moi, ce que je constate, moi qui vis maintenant dans une petite ville, alors après avoir vécu en région parisienne comme vous, ce que je constate, c'est que comme il y a une surpopulation dans les grandes villes, il y a un mécanisme de protection bien légitime qui est que les gens se renferment un peu sur eux-mêmes. C'est une protection naturelle. En fait, il y a trop de monde. Donc, à un moment donné, voilà, si vous ne voulez pas voir votre énergie se dissoudre, être happé par l'extérieur, à un moment donné, vous refermez sur vous-même. Ouais. C'est pour ça, souvent, on critique les Parisiens. Les Parisiens, ils sont pas plus méchants que les autres. C'est juste qu'à un moment donné, il y a tellement de monde à Paris, ça grouille tellement qu'à un moment donné, c'est une protection. Vous voyez, donc les gens, ils ne vous regardent pas, donc ils ne disent pas bonjour, et donc c'est super désagréable. Ouais. Okay, moi, je suis en ce moment à Paris, j'accompagne ma fille qui entame ses études. Non, c'est ça que je constate. Et en même temps, c'est facile, et ça peut être un jeu, enfin pour moi c'est un jeu en tout cas, de réouvrir les gens quelque Oui. part. Donc vous voyez, les gens ils parlent pas, ils disent pas bonjour, mais si vous leur dites bonjour, Ouais. alors certains vont être surpris, ils vont vous prendre soit pour le crétin du village, soit, soit pour un fou, soit pour quelqu'un qui n'a pas les codes, ça doit être un provincial, quoi. Oui. C'est clair. mais hormis ces cas-là, il y a aussi des gens qui s'ouvrent étonnamment, quoi. J'étais dans un tout petit supermarché, un petit Franprix dans la rue où va loger ma fille, quoi. Donc je vois le gars pour la deuxième fois, parce que j'étais allé la veille acheter c'est quelle babiole dont elle aura besoin, quoi. J'y retourne et je lui dis bonjour, et je lui dis bonjour, pas mécaniquement, mais en le regardant dans les yeux, le gars qui est derrière sa caisse, quoi. Ouais. Je lui dis bonjour et je lui dis comment allez-vous depuis hier? Il me regarde, hyper surpris, quoi. Je suis peut-être, je sais pas, le premier de la journée à lui poser cette question. Et ce qui est très intéressant, c'est que le gars, il se met à s'ouvrir. Ouais. Et du coup, il s'intéresse à moi, il me pose des questions, il me dit, vous êtes nouveau dans le quartier, je vous ai jamais vu, ça fait 2 ans que je travaille là, etc. Et il se met à parler, et il s'ouvre, et il me raconte sa vie, quoi. Et donc, il y a un lien qui se crée, Ouais. quoi. Donc, même en vivant dans une grande ville, on peut se reconnecter aux autres, quoi. Il y a moyen. Et ça peut être un jeu, et en tout cas un plaisir. C'est très intéressant que vous me disiez ça aujourd'hui, parce que j'ai enregistré un épisode qui sort la semaine prochaine sur le podcast où je dis ça.
Ok. Vraiment presque mot pour mot, en disant qu'en fait, quand on va un peu, casser la carapace ou en tout cas essayer Mhm. d'initier un dialogue, d'un coup ça s'ouvre. Mhm. Enfin, chez beaucoup de gens, pas tout le monde, hein, effectivement, il y a des gens qui voudront pas s'ouvrir, mais il y a plein de gens qui n'attendent que ça, en fait. Mhm. Parce qu'ils ont un besoin de connecter les uns aux autres et donc du coup, pour revenir à ce qu'on se disait avec la nature, le lien finalement, de ce que je comprends avec les autres personnes, pour vous, c'est pareil, c'est un moyen de reliance? Mhm. Un peu comme la nature pour se recentrer, pour, Mhm. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Oui, oui, moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que le jeu, le lien, que de voir oui, des personnes souriantes, aimables, etc. Avoir des relations, en fait. Moi, j'aime les relations, j'aime les gens, j'aime les relations. Ouais. Mais les vraies relations, une fois de plus, pas le bonjour mécanique, quoi. bien sûr. Mais une relation, ça peut être juste l'espace d'un instant. C'est-à-dire Mmh. je sais pas, de dire bonjour à une caissière pour rester dans dans l'univers qu'on vient de Ouais. citer, mais en la regardant dans les yeux et en signifiant vraiment qu'on lui souhaite une bonne journée, en lui disant bonjour, quoi. Et rien que ça peut être ultra satisfaisant et ça dure 3 secondes, quoi. Je crois qu'il y a des gens qui n'osent plus faire ça. Il y a des gens qui ont tellement peur de se faire rejeter, et Mm, cetera et c'est vrai que, bah, ça rejoint ce qu'on se disait quand on parlait du fait de réunir les gens. Des petits actes comme ça, je trouve que vous avez tout à fait raison. mm, Si on faisait tous ça un peu tous les jours, d'aller sourire à quelqu'un, mm, d'aller, initier un dialogue avec le mm, boulanger ou quoi que ce soit, mm. c'est des petits actes qui paraissent anodins, mais qui pourraient vraiment recréer, en Et qui fait. sont tous sauf anodins au final, quoi. Et oui. Tout à fait. Et finalement, c'est rigolo parce qu'une de mes conclusions ces derniers temps, c'était de me dire ce qu'on appelle la spiritualité, et cetera. Des fois, je me dis: «C'est juste de l'humanité». Mais oui, tout à fait, complètement d'accord. Mmh. Tout à fait. C'est pas attendre, c'est pas nécessaire d'attendre le mois d'août pour aller faire son trip en Inde ou je ne Ouais. sais où, sa retraite spirituelle. Alors au jour le jour, à chaque instant, on a des occasions en fait de créer un lien spirituel. D'ailleurs, on parle de spiritualité, c'est souvent associé à religion. Oui. La racine latine de religion, c'est religere, ça veut dire relier. Ah OK. Mm, tout simplement. Oui, décidément, vous avez fait beaucoup d'études sur les origines des mots, mais c'est hyper Non, non, mais intéressant. j'en connais quelques-unes. C'est vrai que c'est très intéressant, oui, j'arrive un peu à cette conclusion aussi que c'est le manque de lien, en fait, qui Ah oui. et en dehors de ça, comment on pourrait créer du lien d'après vous? Si vous avez d'autres idées à nous donner, je suis Comment preneuse. on peut créer du lien? Ouais, pour les gens qui ont pas l'habitude. Vous qui êtes un ancien timide, vous disiez par exemple. Oui, mais moi j'étais timide parce que j'avais peur des gens, quoi. Ah oui, D'abord quand j'étais gamin, parce que j'étais un garçon et que les garçons étaient très bagarreurs, j'avais peur qu'on me casse la figure en cours de récréation. Donc je m'isolais, ouais. je me coupais des autres. Puis après j'avais peur des gens, mais j'avais toutes sortes de peurs. J'avais peur d'être jugé, j'avais peur d'être un imposteur parce que je suis même quand je suis devenu écrivain, pourtant j'étais un grand garçon, j'avais 40 ans. Quoi. Oui, mais j'avais pas de formation littéraire. Mmh. Donc je me sentais un peu un imposteur, donc j'avais peur d'être jugé. Enfin, on peut avoir toutes sortes de peurs dans la relation Ouais. aux autres, quoi. Mais puis, mais la peur d'être jugé était très présente pour moi, même notamment quand j'étais jeune, quoi. Mais on s'en libère le jour où on réalise qu'en fait, d'abord, faut pas croire que les gens vous regardent en permanence. Ouais, C'est un peu une croyance égotique d'ailleurs. Le c'est vrai. timide, paradoxalement, a quand même un ego dimensionné parce qu'il est persuadé que tous les regards sont braqués sur lui. C'est vrai. La vérité est assez loin de ça, quoi. La Mmh. vérité, c'est que la plupart des gens, en fait, ils s'en fichent un peu de vous, quoi. Oui, donc, voilà. Intéressant. Non, mais c'est vrai, C'est quoi. vrai. Donc, voilà, ça permet de lâcher prise quand on en prend Mmh. conscience, quoi. C'est vrai. Et ensuite, de prendre conscience que bah, vous pouvez pas empêcher les autres de vous juger, parce que c'est humain. Parce que l'être humain, il peut pas s'empêcher de juger, quelque Mmh. part. Mais il peut aussi revenir sur son jugement. C'est là, voilà, quand vous m'avez vu la première fois que on a fait connaissance, vous avez eu sans doute une opinion sur moi. Je ne sais pas laquelle elle était, mais peut-être qu'elle était fausse et peut-être qu'elle était juste, mais vous avez pu aussi en changer. Enfin, vous voyez, C'est vrai. et pourquoi on ne peut pas s'empêcher de juger? Aussi souvent par peur. Parce qu'en fait, l'être humain accepte guère de ne pas savoir. Mmh. Pas savoir ce que pense l'autre, pas savoir comment ça va se passer la relation. Et donc, c'est tellement rassurant de juger, de dire, ah oui, mais là, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, elle fonctionne comme ci. Ça nous rassure, en fait. Mais on peut revoir notre point de vue. Et donc, par rapport à la peur du jugement, c'est aussi intéressant d'expérimenter des mauvais jugements ou des situations dans lesquelles on a, par exemple, été particulièrement ridicule Mmh. pour réaliser que, bah, au final, on est toujours vivant, quoi. Moi, ça m'est arrivé au tout début, je souffrais énormément de trac dans la prise de parole en public. OK. De par mon métier, j'étais forcé de me retrouver en public. Donc, il y a eu plusieurs reprises au début où j'étais très mauvais quand même. Et puis j'ai réalisé après coup que, ok, j'avais été franchement nul. Ouais, mais j'étais toujours vivant. Ouais, Donc, c'était pas c'est si grave vrai. que ça, quoi. Moi, je me souviens de ma première émission de télévision.
Ça devait être en 2008, à l'apparition de mon premier livre. C'était chez Mireille Dumas. J'avais un trac de dingue. Il y avait 8 caméras tout autour. Je pensais aux millions de gens qui allaient regarder l'émission et donc des millions de jugements Ouais. potentiels. C'était horrible. Résultat, ma voix restait coincée au fond de ma gorge, je tremblais, et j'étais très mauvais, je pense. Je pense que je n'ai jamais voulu revoir l'émission, mais, mais j'ai dû être très très nul, très mauvais. Ouais, mais j'étais toujours vivant en sortant, donc c'est pas grave. Et c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Mm. Et à un moment donné, lâcher prise et se dire, ok, soyons gentils avec nous-mêmes. Donc si j'ai le trac, j'ai le droit d'avoir le trac. Si j'ai Ouais. peur, j'ai le droit d'avoir peur. Oui, il y a des gens qui vont me juger, et c'est pas grave. Certains vont mal me juger, c'est pas grave. Je serai toujours vivant. C'est intéressant votre parcours du coup là-dessus. Alors je sais qu'il y a une phrase que vous avez utilisée qui m'a fait beaucoup rire. Vous avez parlé d'un parcours de poulet décapité, je crois. Ah, l'expression n'est pas de moi, elle est d'une journaliste de Libé qui Ok. avait fait mon portrait Ah, il y a quelques années. c'est encore mieux. Mais elle parlait, oui, de ma trajectoire au moment où je me cherchais, en fait, Ouais. dans cette période de chômage. J'ai lancé des tas de projets qui ont tous échoué. Elle avait parlé de la trajectoire d'un poulet fraîchement décapité. Et ça m'avait fait un peu rire parce que je m'étais dit, c'est intéressant pour les gens, je crois, de connaître les envers du succès et vous en parlez de plus en plus souvent et je trouve ça très bien. Mm. Et de voir à quel point c'est pas quelque chose qu'on a comme ça. Je le vois pour des humoristes. Moi, j'aime beaucoup les humoristes et Mm. je regarde leur parcours. C'est 7 ou 8 ans de bide parfois acharnés sur Souvent, scène. parfois plus. Ouais. Et pour au final, nous, on voit les gens très, enfin voilà, Mm. qui ont vachement de succès. On se dit, ah, ils ont réussi, c'est super. Et ce que vous dites, c'est hyper intéressant pour ça, pour décomplexer les gens, je pense. Parce que ce que vous dites sur la prise de parole, là, en public, Mm. il y a plein de gens qui ressentent ça. Bah, bien Moi-même, sûr. même sur un podcast, je suis pas très à l'aise. Mm. Et Et c'est finalement, OK. et Et c'est c'est OK, OK. ouais. Mm. C'est OK. Et de ce que vous dites, j'ai l'impression que c'est aussi le fait d'y aller quand même, de passer à l'action. Ah ça, oui, par contre. Oui, oui. Oui, oui, parce que la vie est expérience. Mm, Si notre âme existe indépendamment du cerveau, ce que je crois de plus en mm, plus, si notre conscience n'est pas enfermée dans la boîte crânienne et donc vient s'incarner voilà, ouais, pour vivre, qu'est-ce que nous permet l'incarnation? Elle nous permet de réaliser des choses, mm, d'expérimenter. Parce que l'âme, si elle existe une fois de plus, hein, je prends des précautions en dehors du corps, bah, elle est donc esprit pur et elle a besoin de son contraire, donc la matière, de son opposé, hein, la matière pour se connaître et pour se réaliser. Donc la vie, c'est expérimenter les choses, il ne faut pas s'en priver. D'où l'intérêt, une fois de plus, de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur du jugement. Voilà, s'autoriser à se planter, c'est pas grave, quoi. mm. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sentent appelés Mm. à faire des choses en fait en ce moment, avec tout Ouais, ce qui se passe. En fait, ouais. c'est un peu à ces gens-là que je m'adresse en disant que quand on a des appels à l'intérieur de soi, comme vous pouvez en avoir aussi, hein, notamment avec Mm. le réveil et tout ça, où vous prenez des risques, c'est pas facile. Je crois qu'il faut essayer de pas trop les brimer parce Mm. que le syndrome de l'imposteur, vous en avez parlé, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Mm. Et souvent, les gens d'ailleurs qui sont vraiment des imposteurs, j'ai remarqué, ne l'ont pas. Bah oui, Eux, ils ont pas du tout ces peurs-là. En fait, ils y vont et puis ils foncent. Mais ouais, je crois que c'est intéressant que les gens entendent ça. Mm. Ouais, je pense. Ouais. Mm. Alors, je vais peut-être vous poser la dernière question, parce qu'il nous reste 10 minutes. Ok. Donc, ça vous laisse le temps de répondre comme ça. Donc, je vais m'appuyer sur un passage de votre livre, encore une fois, qui est un peu plus long, qui est à la page 321. Je l'ai recopié, c'est pour ça que je le... Il aurait sans doute préféré ne pas savoir, ne pas se poser de questions, ne se douter de rien et continuer de se complaire dans le charme de l'insouciance, la douceur de l'illusion, la paresse de la tranquillité de l'esprit. Mais la vie est malicieuse. Elle se charge d'éclairer vos ombres en semant inlassablement sur votre chemin les événements qui vous obligeront à apprivoiser vos démons. Vous l'avez dit 2 fois dans le livre, cette phrase. Mm. Et Parce qu'il y a un flashback à un moment donné. Ouais. oui, et c'est hyper Mm. intéressant parce que je trouve que ce passage, il est assez fort pour les personnes auxquelles je m'adresse, et beaucoup, beaucoup de gens en fait, hein, pas que les personnes auxquelles je m'adresse, mais moi-même pour être passée par là, par cette espèce de prise de conscience, de perte d'illusion personnelle, sociétale, etc. C'est, je trouve, très dur et très violent de vivre ça parfois. Et donc, il y a cette tendance à vouloir un peu se rendormir parce que la réalité peut être un peu difficile. Mm. Et puis, il y a des gens autour de nous qui se posent pas de questions, comme on se disait. Les gens qui aujourd'hui se sentent en décalage et qui voudraient presque se rendormir ou presque qui perdent complètement espoir dans le monde jusqu'à des états parfois assez dramatiques, Mm. est-ce que vous auriez des messages à leur faire passer? Oui. Bah,
La confiance est un état qui est nécessaire. Mhm. Sans confiance, sans espérance, diraient d'autres, la vie est compliquée en fait. Mais parfois, en effet, les gens, de par leur chemin de vie, ont été amenés à se fermer quelque part et à perdre confiance dans les autres. Si vous avez été trahi par des personnes en qui vous aviez justement projeté votre confiance, quoi. Que ce soit sur le plan personnel, Mhm. conjugal ou professionnel. Et surtout, si vous avez cumulé comme ça des trahisons, et ce qui arrive à certains d'entre nous, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez vous blinder quelque part, vous refermer et vous dire je n'aurai plus confiance, quoi. Mhm. Et à ce moment-là, vous vous coupez des autres par une volonté bien légitime de protection, quoi. Et pourtant, même dans ces cas-là, même si c'est plus dur, bien, pour ces personnes, même dans ces cas-là, ben, c'est utile de garder confiance, quoi. Parce que oui, il y a des gens dans la vie qui, en effet, peuvent abuser de votre confiance. Oui, il y a des pervers. Oui, ça existe, mais c'est ultra minoritaire. Et donc, finalement, moi, j'ai coutume de dire quand on fait confiance aux gens, euh, on va se faire avoir dans 0,1% des cas, ou même, allez, soyons pessimiste, dans 1% des cas, vous allez vous faire avoir. Oui, mais pour 99% des cas, vous aurez eu raison d'avoir eu confiance. Mhm. Non seulement vous aurez eu raison, mais ça vous aura apporté tellement de choses dans la vie que ça compensera largement le coût des trahisons des 1% qui vous auront fait du mal en utilisant à tort votre confiance, quoi. Parce que quand vous avez confiance dans les autres, eh bien, en fait, vous vivez pleinement le lien. Et on a insisté Ouais. sur le fait que l'être humain est un être de lien et que c'est quelque chose qui nous épanouit, quoi. Il y a même une étude qui l'a montré, hein. C'est une étude d'Harvard qui a été menée depuis 70 ans sur qu'est-ce qui rend les gens heureux. Ça vaut le coup de faire une petite digression pour en parler, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont créé un panel de gens représentatifs de la population, donc des riches, des pauvres, des gens des campagnes, des gens des villes, etc., quoi, et puis ils les ont suivis toute leur vie. Et tous les 2 ans, ils avaient un entretien avec eux pour comprendre leur vie, ce qu'ils faisaient, leur métier, enfin poser des tas de questions pour vraiment comprendre comment ils vivaient, en fait. Mhm. Et puis on leur demandait à chaque fois est-ce qu'ils étaient heureux ou pas, est-ce qu'ils étaient en bonne santé ou pas. Et les premiers résultats sont apparus au bout de 70 ans. Et ils ont démontré en fait que le bonheur et la santé n'avaient absolument aucun rapport avec le niveau social, avec le métier que vous exercez, avec le niveau de vos finances. Le bonheur et la santé viennent uniquement de vos relations. Mhm. Ça a été démontré, c'est une étude tout à fait sérieuse menée à Harvard, hein. C'est le niveau de vos relations, c'est le fait d'avoir un cercle de gens que vous aimez, qui vous aiment et sur qui vous savez que vous pouvez compter, quoi. C'est ça qui va faire que vous serez heureux et en bonne santé dans la vie, quoi. Mhm. Mais pour ça, il faut avoir confiance, quoi. Donc moi, j'ai envie de dire à ces personnes qui ont été un peu chahutées par la vie, qui ont peut-être été trahies, ayez malgré tout confiance. Ouvrez-vous comme Amazon, ne vous fermez pas, parce que vous vous coupez de quelque chose qui vous est essentiel, quoi. Donc prenez le risque d'être de nouveau trahi, peut-être. Bon, même si vous pouvez aussi vous apprendre à vous fier aux bonnes personnes, notamment en écoutant votre intuition, Ouais. d'accord? Parce qu'il y a quand même parfois des schémas qui se répètent, hein. Vous savez, c'est la fameuse Oui, femme qui va se mettre en couple à chaque fois avec des hommes qui vont la battre, bien d'accord? sûr. Donc à un moment donné, on peut aussi travailler sur soi, être Mhm. aidé par un psy qui va nous aider à comprendre des schémas qui se répètent, pourquoi inconsciemment je recherche ça, etc. Qu'est-ce que je cherche à reproduire ou pas? Bien sûr. Donc c'est utile d'être aidé, d'accord? Ouais. Mais voilà, de retourner quand même vers les autres, ne pas se fermer aux autres, développer la confiance. Maintenant, la confiance ne se limite pas à la confiance dans les autres. Il y a la confiance en soi, on l'a un peu Mhm. évoqué aujourd'hui, et il y a aussi la confiance dans quelque chose de plus grand que nous. Ouais. Si vous êtes croyant, appelez ça confiance en Dieu. Si vous n'êtes pas Mhm. croyant, vous pouvez dire confiance dans l'univers ou dans les choses qui nous échappent et qu'on ne connaît pas. Oui, on peut être très, très, très prudent par rapport à ça. Moi, je respecte toutes Ouais. les croyances. Mais il y a des choses qui nous échappent. Mhm. Ça, c'est certain, quel que soit le nom qu'on leur donne. Et l'être humain ne peut pas, quand il vit quelque chose de désagréable, que ce soit une fois plus un échec ou un coup dur dans la vie, il ne peut pas certifier que c'est véritablement quelque chose de négatif pour lui, quoi. On a tendance à étiqueter de manière négative des choses qui ne le sont pas forcément, parce que dans l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour le savoir. Mhm. On parlait de mon licenciement tout à l'heure, je l'avais Ouais. super mal vécu, j'étais malheureux comme la pluie, j'en ai fait une dépression. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, je sais que c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie, quoi. Mhm. Parce que c'est grâce à ce licenciement que ça a abouti à une remise en question, à une introspection qui a fait que j'ai pu ensuite m'épanouir professionnellement. Bien sûr.
La pire des choses, ça aurait été qu'on ne me vire pas. J'y serais peut-être toujours aujourd'hui. Malheureux comme la pluie, à éplucher des factures, alors que j'aimais pas ça. Il y a des gens qui peuvent aimer ça, hein, mais moi, Mm. j'aimais pas ça, quoi. Vous voyez? Donc, il faut du recul souvent pour pouvoir vraiment dire est-ce que tel ou tel événement était négatif pour moi. Donc, quand on vit un tel événement, on a le droit de se dire c'est désagréable, je n'aime pas ce que je vis, je souffre et je ne sais pas si c'est vraiment négatif pour moi. Peut-être que dans 3 ans, Mm. dans 5 ans, je me dirais finalement c'était une bonne chose, quoi. C'est vrai. Donc, avoir confiance malgré tout. Il y a des choses qui m'échappent dans l'univers et je peux avoir confiance, quoi. Mm. Bah, merci beaucoup, parce que je pense que la dimension de Merci. confiance en la vie, elle est importante aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut vivre collectivement, Hmm. etc. Parce que au-delà de tout ce qu'on a pu dire là sur la relation avec les autres, etc., il y a aussi ce qui se passe au niveau collectif qui inquiète beaucoup, beaucoup de Hmm. gens. Et ouais, je crois que la notion de Ouais, foi, elle est importante. ouais, je pense. Ouais. Quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hmm. Vraiment, moi, c'est pareil, j'ai pas de... Je pense que chacun a le droit de ses convictions, mais je crois que c'est important. Donc Hmm. merci de l'avoir dit. Et puis, bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci Marie-Alix. J'étais ravie de vous avoir. Je sais que les réseaux sociaux, c'est pas trop votre truc, mais j'ai compris que Facebook, c'était vous. Voilà, c'est moi qui gère ma page Facebook, c'est tout. Ouais. Pour rediriger les gens, vos livres, notamment le Mhm. dernier, je remets, hein, Un monde presque parfait, voilà, qui est sorti il y a très peu de temps. Et sinon, où est-ce qu'on redirige les personnes pour vous suivre Bah, sur ma page Facebook, en fait, je communique quand j'y pense sur une conférence que je vais faire ou une séance de dédicace, ce genre de choses, quoi. Super. Eh ben, on redirige vers la page Facebook de Laurent Gounel. Merci encore beaucoup et à Merci. bientôt.